De l'épisode 1 à 54, vous avez la première saison. À partir du 55, qu'est-ce qu'on vous a proposé? On vous a proposé la deuxième saison. L'épisode 1 de la deuxième saison. Parce qu'on revient. Il faut savoir que, en fait, le pacte vient juste de commencer. Le pacte vient juste de commencer. Et d'autant plus que si on se rappelle du mot que le sorcier avait dit, le sorcier vaudou, il lui avait même dit que tu n'aurais pas dû laisser Lien entrer dans ta maison. Tu aurais dû en finir avec lui quand tu en avais l'occasion. Maintenant, on se demande qui est cet Lien-là. Est-ce que c'est le père des enfants ou bien c'est ce fameux Ndiaga, son plus grand ennemi, et derrière, avec ses enfants. L'histoire d'Emprise vient juste de commencer. Ma première question, ce sera par rapport à votre définition de emprise, en fait, parce que durant notre interview avec Marodi, vous me l'avez dit, mais malheureusement, je n'ai pas pu enregistrer cette interview-là. Du coup, je voudrais que vous me redonniez cette définition pour ceux qui n'ont pas pu suivre le live sur la page de Marodi. D'accord. Avant tout, d'abord, merci. Et comme j'ai l'habitude de le faire avant de commencer à faire quoi que ce soit dans ma vie, c'est de rendre gloire à Dieu, parce qu'à lui revient toute la gloire. Voilà, c'est lui qui nous inspire, donc voilà, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous guide dans tout ce que nous entreprenons. Bon, pour moi, l'emprise, c'est l'amour maternel, et c'est comme ça que je le définis. Pour moi, c'est juste l'amour d'une mère pour ses enfants. C'est cette définition qui donne tout son sens à cette série-là. Et au mot emprise, pourquoi il y a cette emprise sur ses enfants, c'est parce que, quelle que soit la manière qu'on pourra la juger ou qu'on pourra voir les choses, c'est juste l'amour d'une mère, parce que tout est contenu dans cet amour-là, qu'il soit toxique, qu'il soit aimant, c'est juste l'amour d'une mère. C'est l'amour qui la motive, en fait. Wow, je voulais vraiment que vous le répétiez parce que j'ai trouvé que c'était une belle définition, c'était une belle façon de voir les choses. Oui, oui. Du coup, d'où vous êtes venue l'idée de cette série? L'idée originale, parce que c'est vraiment une série originale. Hein. Oui. Bon, Emprise, d'abord, c'est une production 100% Marodi. Il y avait déjà une idée comme ça, une idée qui avait déjà une maman avec ses enfants. Il y avait vraiment cette idée-là avant que moi je vienne en Marodi. Et quand je suis venu, on m'a proposé le projet et puis voilà. Mais j'avais une manière, moi, d'avoir une autre vision parce que je voyais comment la plupart des séries étaient faites. Donc, il fallait qu'il y ait quelque chose de nouveau. Comment raconter cet amour-là envers cette maman et ses 3 enfants, pouvoir le prendre et le ramener à notre dimension. Parce que je suis quelqu'un qui vient directement du cinéma. Donc, il fallait que j'arrive à prendre ce qui est série, ce qui est cinéma. Et il y avait toujours eu ces clashs entre ces deux identités au Sénégal. Ceux qui se réclament des séries ne se voient pas dans le cinéma. Ceux qui se réclament du cinéma pur et dur ne voient pas les séries. Alors que la frontière entre les deux a été cassée il y a longtemps. Parce que ce sont les mêmes codes. Alors, il fallait prendre cette série-là, le ramener dans les codes cinématographiques et pouvoir l'installer dans un style narratif qui est différent de ce qui se faisait. Et c'est pour ça, voilà, dès les premiers épisodes, on a ce crime que Ramo fait et qui nous reprose dans un flash-forward pendant 55 épisodes. Pour nous faire, voilà, c'était ça. Et aussi, dans l'idée, c'était de toucher, en fait, les familles africaines parce que nous avons des réalités. Des fois, les transmettre dans des séries peut choquer, alors que tout est dans la narration de la série. Il y a une manière de poser certaines scènes, même à la limite, si ça doit choquer, ça ne choque pas parce que la scène n'est pas crue. Il fallait vraiment aussi s'inspirer de tout ce qui est feuilleton de tous ces dernières années, parce que l'Afrique a consommé trop de feuilletons à la brésilienne, au mexicaine, et il fallait aussi donner tous ces codes-là pour qu'en fait, qu'on ait une série qui représente beaucoup de genres, feuilletons, thriller, drame, et que ça soit familial. Et c'est ça qui nous a amené avec Tian, avec qui j'ai bossé sur les épisodes, à créer vraiment une telle série pour que ça puisse être consommé. Vous avez parlé un peu du monde du cinéma et de la série. C'était quoi le plus challenging pour vous, du coup, de vous embarquer dans cette nouvelle aventure? Est-ce que c'était la première fois que vous réalisiez une série? Non, j'ai fait plein de séries. J'ai fait Mœurs la première saison, Brigade des Mœurs. Donc, j'ai commencé à l'épisode 14 jusqu'à 52. J'ai fait des séries. J'ai travaillé sur Idol. Donc, j'ai travaillé sur Baïguinar, c'est une autre série. Lai Sangara, qui est juste un téléfilm sénégalais. J'ai aussi été sélectionné en FESPACO en 2019 pour une série que j'ai fait qui s'appelle Garmi. Donc, bien que ma première sélection en FESPACO, c'était en 2017. Donc, ouais, je connais un peu le monde des séries. Quincy,
Donc, les premières séries sénégalaises, j'ai travaillé dessus. Donc, vous voyez, avant même l'avènement des boîtes de production, avant Evenprod et Marodi. Donc, je m'y connais un peu dans le monde des séries. Et voilà. Oui, vous avez un beau palmarès, hein? Waouh! Et du coup, oui, vous avez précisé avoir travaillé avec, vous êtes deux hein, sur le projet, deux réalisateurs, vous et Tian Chandom. Est-ce que c'était la première fois déjà pour vous de travailler avec un autre réalisateur sur un projet? Oui, mais sauf que Tian, on se connaît depuis des années. Okay. Donc, c'est un pote de galère, quoi, du cinéma, quoi. Tu vois, on était une bande de jeunes qui passaient tout son temps à parler du cinéma. Donc, voilà, on a réalisé nos premiers films l'un à côté, l'autre à côté. Et ce projet nous a réunis. On a bossé dessus sur tous les épisodes. Donc, jusqu'à un moment donné où lui, il avait un autre projet. Il était parti sur l'autre projet de Mbarodi. Donc, moi, je suis resté le seul à driver tout sur Emprise. Donc, voilà, c'était un échange quand même. C'est vrai que deux réalisateurs sur un plateau peuvent avoir ses inconvénients, mais il y a aussi quelque chose qui ressort parce qu'on arrivait à matcher les deux styles. Parce que voilà, peut-être même certains le vivent. Moi, je suis un peu dark. Tout ce qui est dark, donc j'aime ça. Donc, voilà. Et c'était une belle expérience quand même de partager ce plateau avec un autre réalisateur. Et après que voilà, les deux styles, sur chaque scène, il fallait discuter sur comment la scène se faisait. Et puis voilà, après, une fois qu'on savait comment on allait tourner la scène et le nombre de plans que ça allait nous prendre, OK, et on matchait. Et c'était go, quoi. Oui, justement, j'allais vous demander si vous aviez les mêmes idées, justement, parce que ça peut être difficile de travailler avec quelqu'un qui a une manière de penser différente de la vôtre. Il faut savoir aussi qu'avec Jean, on a fait juste les 10 premiers épisodes ensemble. Après les 10 premiers épisodes, il était parti sur une autre série que lui devait driver. Après, voilà, à partir de 11, donc jusqu'à 55, donc j'étais sur les épisodes. Donc. Qu'est-ce que vous préférez du coup? Est-ce que vous préférez travailler en équipe ou tout seul? Travailler en équipe et toute seule, je crois que c'est la même chose. Hein, du moment où, parce que aussi, il faut qu'on comprenne là. C'est vrai que les séries où il y a des réalisateurs, chaque réalisateur a ses épisodes. Ouais, la plupart des réalisateurs, c'est bien. Nous, quand même, c'était un challenge quand même de pouvoir regarder les deux styles. Mais après, c'est bien d'un côté. D'un côté, ça peut avoir un déséquilibre. Mais avec Chan, quand même, sur les 10 premiers épisodes, on arrivait quand même à installer cet équilibre-là. Ou bien l'autre faisait dans la journée, si on a 8 séquences au programme, OK, moi, je faisais les 3 premiers. Après lui, tu faisais le reste. Ou bien des fois, moi, je faisais les trucs. Donc, on savait chacun à quel moment l'autre pouvait venir. Et on savait que le style de l'autre, c'était d'autres scènes. L'autre, on le laissait l'autre scène parce qu'il est pris dans le truc. Donc, on arrivait quand même à matcher avec le programme, suivant le nombre de séquences. Vous êtes bien organisé. Hein? Ah. Oui. Et du coup, par rapport aux acteurs, quels étaient vos rapports avec les acteurs? Est-ce que ça a été facile de travailler avec eux? Oui, oui. Le casting d'abord, parce que en voyant les personnages qu'on avait, pour nous, il fallait voir de bons acteurs. De bons acteurs, aller chercher chaque personnage, rencontrer chaque acteur, pouvoir vraiment voir est-ce que le personnage, avec tout ce qui a l'ambiguïté, tout ce qui concerne le personnage, est-ce qu'avec les trames, avec un peu la psychologie du personnage, est-ce qu'il pouvait vraiment s'y entrer et pouvoir vraiment nous donner les émotions qu'on attendait. C'est pour cela, sur le casting, on n'a pas badiné. On est allé chercher les meilleurs, on en a fait un cocktail et je crois que chaque acteur quand même, chaque fois qu'on est sur le plateau quand même, on voyait voilà, dans les yeux que dès que c'est action, donc wow, il s'enflammait quoi, il nous donnait vraiment ce qu'on voulait. Et là, ça nous a challengé aussi à aller à un niveau, voilà, avoir sur les scènes, dire que okay, cette scène a été écrite comme ça, mais on pouvait avoir mieux. Après nous-mêmes, voilà, c'était du challenge parce que quand il y a des bons acteurs qui peuvent transformer, te donner toutes les émotions que tu écris, là, ça te donne vraiment le courage. Des fois même, on leur disait, OK, allez-y au fond. Donc, moi, je l'ai écrit comme ça, mais je veux que vous l'amenez à ce niveau-là. Et je crois qu'eux aussi, ça a été un challenge et puis ils nous ont vraiment donné toutes les émotions qu'on attendait d'eux. Franchement, oui. J'étais vraiment surprise de voir l'acteur qui joue le rôle de Dili dans ce genre de rôle. J'avais l'habitude de le voir dans les rôles comiques, dans un registre humoristique. Mais là, c'était waouh, autre chose, quoi. Il nous a vraiment bluffé. Hein. Oui, avec Saner quand même, parce que nous, c'est Saner, tout le monde le connaît, Saner. Et c'est des gens qui nous ont bercé quand on était encore jeunes. On regardait ce qu'on appelle chez nous les théâtres. Oui, oui. Donc, tu vois, c'est un comique, vraiment, et il excelle toujours dans ça. Et c'était ça le challenge. À un moment donné, je me rappelle avec Tian, on disait,
Moi, je disais, tiens, ça va être difficile de prendre Saner, de le remettre dans ce registre-là. Il me dit oui, mais c'est un défi. J'ai dit oui, c'est un défi. Et finalement, lui, c'est un acteur. Comme on le dit, tout est de l'intelligence et dans le jeu. Il a compris son personnage avec les séances de lecture qu'on a fait, parce qu'on a fait énormément de séances de lecture pour un peu expliquer les péripéties, parce qu'on ne donnait pas tous les scénarios. Il fallait que l'acteur reste constant sur son personnage. Et comme c'est une série, on ne peut pas tout le temps dire à l'acteur c'est ça, c'est ça. C'était à eux d'impliquer les codes de tous leurs personnages au fond d'eux. Et avec ça, quand on a discuté avec lui, on a fait 2 ou 3, on s'est dit que bah, c'est le bon. Maintenant, il fallait tout changer pour lui. Au début, c'était difficile pour les Sénégalais de le voir dans ce registre, mais je crois qu'à la fin, les gens ont vraiment aimé le personnage qu'il incarne, quoi. Ils ont adoré, ça c'est sûr. Un truc que j'adore par rapport à cette série, c'est le fait d'avoir commencé avec la fin. Ouais. Pourquoi avoir commencé avec la fin? Ouais. C'était le challenge. Moi, quand même, je me rappelle quand on était en train un peu de parfaire les épisodes, on était parti en résidence avec Tian, on se disait, OK, c'était bien, tout était OK. Un bon jour, je me suis dit, mais Tian, je trouve. Pour un peu ceux qui ont compris, je suis vraiment un adepte de Tarantino, parce que c'est le réalisateur qui m'a hype le plus. Donc, voilà. Donc, je crois que j'ai fait tellement de références sur lui dans la série. J'ai dit, tiens, non, je trouve que quand même que, voilà, c'est trop feuilleton, quoi. Et si on y mettait un peu de sang et qu'on bouscule tout. Après, voilà, il a fallu qu'on convainque Massa. On a eu l'idée. On s'est dit que, bon, si on dit ça à Massa Moudour, là, il va me dire, vous, la manière dont vous voulez faire la série, là, ça va être compliqué. Bon, on a eu l'idée. On a dit, OK, avant de faire quoi que ça, on va pitcher ça de comment on veut faire la série avec Massa. Tiens, appelé Massa. Il a vu sur le pardon. On a discuté. Tiens, on dit que Massa, on a tout changé. Il a dit, mais vous, là, vous avez fait quoi? Il a dit, on a changé. Il dit, OK, je sais quoi? On lui pitch le truc. Il dit, OK, bon, allez-y. Donc là, on avait l'obligation de tout réécrire et de faire 5 premiers épisodes et de lui envoyer ça pour qu'il lise. Et on lui a envoyé les 5 premiers épisodes avec ce flash-forward-là, avec les styles narratifs et tout ça, là, les voix off. On était déjà à 28 épisodes écrits. Oh! 28 épisodes déjà. OK, mais non, je dis non. Parce que l'entrée doit être fracassante. Je ne suis pas quelqu'un qui fait le truc, non. On fait un entrée fracassant, après on fait descendre et on revient en arrière. Et il a aimé, il nous a donné le feu vert et puis on s'est dit que, OK, là, ça va permettre quand même de nous éclater, nous, en tant que scénaristes et réalisateurs, et de pouvoir lancer toutes les codes cinématographiques qu'on avait envie de faire. C'était vraiment, on s'amusait à faire ça. Franchement, c'était tellement réussi, j'adore, parce que déjà, nous, le téléspectateur, il est concentré direct dès le début. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est le futur? C'était vraiment une technique géniale. Moi, j'ai adoré. C'était vraiment mon truc préféré de cette série. On est devenus des enquêteurs, en fait. On se disait, mais c'est ça. Qui va mourir? Qu'est-ce qui va se passer? Non, c'était trop bien, ça. C'était ça oui. Le but quand même. Alors, on sait que l'emprise, ça existe sur plusieurs formes. Hein. Pourquoi s'être focalisé sur l'emprise familiale et pourquoi avoir choisi une figure maternelle comme emprise? Parce qu'on peut aussi avoir des enfants qui exercent une emprise sur leurs parents. Donc, pourquoi avoir choisi l'emprise maternelle? En fait, c'est l'un des emprises qui ne s'efface jamais. Maintenant, elle peut être aussi oppressante, comme elle peut ne pas être oppressante, mais elle est là d'une manière beaucoup plus subtile. Parce que toutes les mamans gardent un œil sur les enfants. Toute mère regarde son enfant. Des fois même, tu as l'impression que ta mère ne voit pas ce que tu fais ou un truc, mais des fois même, elle peut te faire des choses sans que tu te rends compte en fait que c'est elle qui te le fait faire. Parce que aussi, c'est là où l'enfant se retourne toujours. Donc, parce qu'il y a ce lien. Parce qu'on croit qu'après la naissance, que dès que le cordon ombilical est coupé, qu'il y a une séparation. Mais non. Il se trouve que ce cordon-là, physiquement, on le coupe, mais surnaturellement, ce n'est pas coupé. Non. Et c'est pour cela qu'on a cette emprise restée, quoi qu'il en soit, cette emprise restée sur l'enfant. Et ça détermine, comme je l'ai dit, l'amour maternel. Et cet amour maternel, une mère choisira entre son enfant et un autre enfant. On lui demandera lequel des deux doit mourir. Je crois que naturellement, elle dira, je vais sauver mon enfant. Parce que c'est cet instinct-là et cet amour-là
qui fait qu'elle fera ce choix sans pour autant se poser la question une à deux. Il va le faire directement. Et cette emprise maternelle, pour moi, c'était la manière d'impliquer tout le monde. Tout le monde dans une famille, que ce soit, tout le monde a une mère. Et effectivement, du côté maternel, on devait mettre cette emprise-là, tout le monde. Mais il peut y avoir un double sens où la maman peut être sous l'emprise de son enfant, mais ça aussi, on peut, quand tu cèdes au caprice d'un enfant, c'est juste parce qu'il y a cet amour maternel. C'est pour cela, moi, je dis toujours qu'emprise, c'est juste l'exaltation, la contemplation de tous les recoins de l'amour maternel, que ce soit bon ou mauvais, mais ça reste l'amour maternel, quoi. Donc, c'est pour cela, une maman, quand même, allait permettre de symboliser vraiment toute la culture africaine, mondiale, européenne, parce que tout le monde se verra qu'en fin de compte, ah, ma mère est comme ça, ou bien j'aurais aimé que ma mère soit comme ça, plus entreprenante, quoi. Donc, franchement, très belle réponse, j'adore. Très, très complète. Alors maintenant, j'ai une question d'une abonnée, elle s'appelle Abby Newman. Elle se posait la question par rapport à, vous savez, le pacte que Rama a passé avec le djinn, là, le pacte avec le diable. Elle se demandait, mais c'était quoi du coup la conséquence? Parce qu'on dirait qu'il n'y a pas eu de conséquence. Rama a sauvé ses enfants, mais on dirait que Rama doit quand même quelque chose au diable, hein? Oui, un jour, je discute avec des gens après la diffusion sur New York. On me disait que, ouais, mais on a fait 55 épisodes, c'est fini, la saison 2, vous allez proposer quoi? J'ai dit non, vous venez de l'épisode 1 à 54, vous avez la première saison. À partir du 55, qu'est-ce qu'on vous a proposé? On vous a proposé la deuxième saison, l'épisode 1 de la deuxième saison, parce qu'on revient l'épisode 1 de tout ce qui s'était passé. Maintenant, en revenant à ce pacte-là, il faut savoir que, en fait, le pacte vient juste de commencer. Le pacte vient juste de commencer. Et d'autant plus que si on se rappelle du mot que le sorcier avait dit, le sorcier vaudou, il lui avait même dit que tu n'aurais pas dû laisser Lien entrer dans ta maison. Tu aurais dû en finir avec lui quand tu en avais l'occasion. Maintenant, on se demande qui est cette Lien-là. Est-ce que c'est le père des enfants ou bien c'est ce fameux Ndiaga? Donc, ça veut dire que ce pacte, il est en cours. Parce qu'aujourd'hui, elle se retrouve derrière en prison, mais ses enfants, elle s'est fait combien d'ennemis? Où sont ses enfants? Donc, c'est pour ça que le pacte vient juste de commencer dans cette saison-là. C'est là maintenant que le pacte va réaliser parce que son plus grand ennemi est derrière avec ses enfants. On l'a vu. Maintenant, comment elle va faire? Parce que c'est là où toutes les choses que disait le truc va prendre son sens. Parce que l'histoire d'Emprise vient juste de commencer. Waouh! Ça mérite des applaudissements. Non, j'adore, j'adore, j'adore. Oh là là. Moi, franchement, j'étais allée loin. Je me disais, bon, puisque quelqu'un doit mourir, peut-être que c'est la mère. Elle va perdre un être cher, donc sa mère va peut-être mourir. Mais oh là, il y a encore beaucoup de choses et j'ai hâte. Est-ce que pour vous, c'était important de nous faire découvrir l'univers de la banlieue? Et en disant ça, je pense au personnage de Souké et Django. Oui, oui. En fait, il fallait qu'on ait deux univers en fait, qui vont cohabiter. Parce que la banlieue au Sénégal, aujourd'hui, comme on appelle Guédiawaye, on va te dire c'est la banlieue, mais Guédiawaye n'a rien à envier à Dakar. Maintenant, mais sur le plan de la réalité, mais sur le plan fictionnel, il fallait vraiment que pour matérialiser l'univers de Souké et l'univers de Pape Demba, il fallait avoir quelque chose qui va montrer en fait que c'est deux personnes qui ne viennent pas du même monde, quoi. Donc, c'est ce qui permettait en fait de matérialiser la banlieue. Puis, on a tourné dans des quartiers où vraiment, c'est pas vraiment de la banlieue. Les décors y étaient. Et en Souké aussi, ça permet aussi de mettre en place une autre classe sociale parce qu'il y a différentes classes sociales qui se matchent entre les différentes personnalités. Donc, c'est pour cela, avoir ce banlieue-là, c'était très important d'avoir ce banlieue, mais d'avoir une autre facette de la banlieue à travers Souké, à travers ses amis, à travers Django. C'est ce qui faisait qu'il fallait avoir quelque chose d'authentique. C'est pour cela, même les recoins qu'on a utilisés, c'est des recoins qui existent vraiment pour dire que voilà, au moins, l'idée d'un banlieue peut donner ça. Donc, c'est pour cela que représenter cet univers-là est vraiment important du moment où une autre partie de l'intrigue centrale se passait dans cet univers-là. Là, c'était vraiment important de donner les couleurs. C'est pour cela, déjà dans l'épisode 5, on a un peu cette liège, les jeunes qui sortent, tout le monde qui danse ensemble. Donc, tu vois, et ça a marqué beaucoup de générations. Et puis,
voilà, ça permet aussi de rendre hommage à ces gens-là quand même qui ont cette joie de vivre malgré le peu qu'ils ont, quoi. Exactement. Non, c'était très beau. Maintenant, par rapport au choix de la musique, il y a cette musique Wiri Wiri qui nous a beaucoup marqué. Comment vous avez fait pour choisir? Qu'est-ce qui vous a influencé? Oui, je crois avec Wiri Diaw quand même, on était à la recherche vraiment de quelque chose qui permettait de matérialiser ce qui tout ce qui est charme, tout ce qui est sensualité envers tout ça. Et en créant ce on dire que non, le personnage doit être une danseuse. Voilà. On sait que les danseuses aujourd'hui, la société n'a pas encore intégré cette profession-là, même si les gens ont l'habitude de le dire, ouais, mais il y a toujours des tabous qui les entourent. Pour moi, c'était tout ce qu'il y a de sensuel, tout ce qui exprime la féminité sénégalaise à 100%, même si voilà, il y a des connotations africaines, mais elle est ce genre de femmes-là qui peuvent exprimer cette féminité-là avec les coris, avec les perles tout autour de son rêve. Et ça nous a permis, quand même, avec cette musique-là, quand j'en ai discuté avec la directrice de production, Adia, avant que Julie Dieng arrive, on voyait un peu de voir voilà, comment trouver. Après là, il a dit que ouais, je connais, il a fait des trucs, mais je vais t'envoyer. Et quand il a envoyé, on avait vu les différents styles, j'ai dit, ah, ça va être vraiment l'hymne de cette rencontre explosive lors de cette soirée-là. Et je crois que dès que j'ai écouté, ah, ça va le faire. Et parce qu'il y avait une douceur, il y avait une sensualité dans la musique, et il y avait tout ça, et comment on imaginait la scène de rencontre et tout ça là. Et surtout aussi, c'était en fait les paroles qui montraient, dans les paroles, on sentait vraiment que la fille lui disait que voilà, aujourd'hui, voilà, tu viens de tomber sur celle que tu recherches. Tu as un autre sur tes bras, mais tu viens de retomber sur celle que tu recherches, donc, en d'autres termes. Et ça rentre vraiment dans ce triangle amoureux-là entre Soukey, Pape Demba et Diary. Exactement, Donc, ça oui. collait vraiment. C'était la chanson parfaite. Maintenant, pour essayer de vous connaître un peu, vous avez déjà répondu à la question en nous disant quel est votre genre de film. Donc, vous avez dit que vous aimez beaucoup Tarantino. Donc, dites-nous un peu quel genre de musique et quel genre de film vous aimez. Oui, bon, moi, tout ce qui est dark, j'aime beaucoup les thrillers. Je crois que c'est... Bon, parce que aussi, l'influence, en fait, avant de devenir scénariste réalisateur, parce que je suis autodidacte, donc, ouais. Donc, cette impression de regarder des films et de pouvoir regarder d'autres réalisateurs, ça m'a permis vraiment de me perfectionner au fur et à mesure que je regarde, au fur et à mesure que je vois un tel style, comment ça se faisait. Mais j'allais vraiment au fond des recherches. Mais après, voilà, j'aime tous les genres de films, hein, que ce soit les comédies romantiques, que ce soit les films d'action, les films d'espionnage, les films cow-boy. Donc, je suis la génération qui a vu que Django ne pardonne pas. Donc, tu vois, donc tous ces films cow-boy-là, donc, ça nous a... C'est devenu une sorte de mélange parce que la plupart de mes scénarios, c'est comme ça que j'ai fait. Je ne suis pas écrit avec un seul style. Pour moi, il faut qu'il y ait du tout. Et ça permet aussi de donner aux téléspectateurs différentes personnes, voilà, leurs différents goûts et trucs. Donc, j'aime beaucoup toutes les genres de séries. Les musiques de film, je crois que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans un film. Pour moi, la musique, c'est l'âme d'un film. Voilà. Dès que la musique est bien posée et que la musique reflète les sentiments par rapport à tout ce qui se faisait, et ça permet vraiment de donner une autre dimension. Et en plus, vraiment, la musique, donc, on a regardé, il fallait trouver le truc. Donc, il y a la même, à un moment donné, je dis que, est-ce qu'on ne va pas africaniser un peu la musique? Mais c'est tombé que, voilà, il fallait prendre quelque chose, que la série est une identité africaine, mais la musique doit être moderne par rapport aux musiques de films qui faisaient réellement, où tu ne sentais pas, en fait, dans certaines scènes qu'il y avait cette identité africaine dans la musique. Ça devait être juste une musique de film, de suspense. Mais en regardant le fond, on sentait vraiment que, voilà, cette série explore de tout ce qu'il y a africain et de tout ce qu'il y a cinématographique. Et c'est pour cela les choix musicaux quand même ont été vraiment bien pensés de ce côté-là, pour qu'au moins que ça puisse sortir un peu le truc africain, mais plutôt aussi que ça puisse se matcher dans quelque chose de purement cinématographique international, que l'Hindou, que l'Américain puisse regarder et sentir vraiment que, voilà, c'est un film que je regarde avant de se dire que, ah, c'est un film africain. Même si dans le fond, on sent que, ah, c'est fait quand même par des Africains, mais c'est consommable pour tout le monde, quoi. Exactement. OK. On comprend mieux. Du coup, ma prochaine question concerne les 4 femmes de Mansour.
On a remarqué qu'il y en a 3 qui sont beaucoup développés, mais Rabi, pas trop. Est-ce que dans la 2e saison, on va avoir plus de Rabi? Oui, je crois que c'était un choix narratif de ne pas exposer tous les 4, vu que Rabi, parce que si on avait exposé tous les 4, Rabi est celle qui a le soutien de la famille. Et en Afrique, quand le soutien de la famille, on sort gagnant. Oui. Vu que Rabi avait compris qu'ils étaient en guerre, pour lui, c'est le moment où il ne fallait pas rentrer en guerre. Donc, c'est que là, il les laisse se battre, elle se replie un peu. Et les scènes où on a vu la sœur de Mansour Kounioul, de là-bas, on a senti la puissance de Rabi. Et avec tout ce qui vient d'arriver là, si la famille rentre dans le jeu, eh ben, je dirais que c'est Rabi qui va venir parce que la famille saura vraiment que Mansour est en danger et la famille va venir. Ce qui veut dire que dans une 2e saison, la position de Rabi quand même sera beaucoup plus éclaircie. Pas mal. Et du coup, sans trop nous spoiler, dites-nous si le personnage de Mbaye Dago, est-ce qu'il a un côté sombre ou pas? Oui ou non? Je crois que chaque personne, il y a une part d'ombre sombre. C'est vrai. Qui fait qu'en fait, le personnage, il est mystérieux. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à le cerner par rapport à ses choix, par rapport au pourquoi Dago a toujours gardé Kadia et tout ça. Après, dans les derniers épisodes, on comprend en fin de compte qu'il y a un peu cette peur-là, peut-être même de ne plus avoir l'emprise sur Kadia. En chaque personne, il y a cette part sombre qui est en lui. On le voit même, on sent qu'il est sombre. Mais je crois que c'est un personnage qui a beaucoup à donner quand même de son personnage. Et ça nous permet vraiment d'aller sur les recoins du personnage et de pouvoir connaître en fait l'exactitude dans quelle thématique le personnage évolue plus. C'est un artiste, on sait qu'aussi à travers cet artiste-là, on va, en regardant juste ce tableau, on a cette joie de vivre qui éclate. Mais en regardant, en faisant juste un portrait du personnage, on sent qu'en fait ce personnage, ce qu'il montre, mais il y a quelque chose en lui, en fait, qui garde. Et ça, je crois que c'est le reflet de chaque personne qui se regarde dans un miroir. Quelle que soit la bonté qu'on a, on a toujours cette part d'ombre qui est en nous et qu'il faut toujours étouffer parce que quand il reprend le dessus, et ça peut nous faire perdre pied. Dites-nous un peu, quels conseils est-ce que vous donneriez aux mères et aux pères qui ont trop d'emprise sur leurs enfants? Moi, je crois que l'enfant, on ne dira jamais à une mère de laisser son enfant grandir ou à un père de laisser son enfant grandir. Mais l'enfant est obligé de grandir et on est obligé de lui donner toutes les armes à la main, en fait, qu'il puisse cheminer dans ce monde. À un moment donné, on lui dit, il fera des erreurs, mais sauf que peut-être qu'il doit tirer sur les erreurs qu'il a commises. Et aussi, cet moment de discussion entre mère et fille, que ce soit entre père et fils, entre tous les enfants, pour moi, il faut qu'il y ait cette ligne de discussion, de partage. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la technologie où dès qu'on rentre à la maison, chacun est exporté sur son téléphone, sur son truc. Voilà, l'enfant est devant la télé, donc la réception de toutes les images qu'il reçoit, il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre et c'est ce qui peut permettre que l'enfant peut se faire une image du monde sans pour autant l'être. Parce que le vrai monde, en fait, on est dans un monde, comme les gens le disent, dans un monde de caïman, mais on est aussi dans un monde plein d'amour. Et que l'amour, c'est de pouvoir toujours dire à ses enfants quoi faire, quoi ne pas faire. Et après, bon, il peut avoir ce choix. Et je crois que c'est là où la base d'une bonne éducation va passer. Quel que soit les choix qu'il fera, il sera ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et du moment où l'enfant connaît les limites entre le bien et le mal, c'est là où vraiment ça peut l'aider à grandir. Parce que si l'on se réfère à une seule verset biblique qui résume tout le monde, c'est « aime-toi comme tu aimes ton prochain ». Donc, quand tu lui dis, quand quelqu'un intègre ce mot-là, que si on me fait ça, je vais me fâcher. Donc, à la limite, je ne ferai pas ça à l'autre. Donc, c'est ça. Et que je crois que la meilleure base de l'éducation, c'est de dire aux gens de s'aimer tendrement. Et quand tu apprends à ton enfant à t'aimer et à aimer tendrement la personne qui est à côté de lui, que ce soit son frère ou sa sœur, ça permettra quand même de le guider et de pouvoir lui donner toutes les armes. Parce qu'on lui fera du mal dans le monde. C'est à lui de voir est-ce qu'il va décider de se battre pour retourner le coup qu'on lui a donné ou bien il doit vraiment pardonner et essayer de faire sa vie. Je crois que c'est ça. C'est juste une communication entre parents et enfants. Ce que Rama aurait dû faire, elle l'a fait, mais je crois que c'est un peu les psychoses trop qu'elle a reçues. Elle est devenue trop protectrice, elle n'a pas su parler. Et on voit qu'à la dernière épisode, avant de rentrer dans le truc, elle a fait ce qu'elle aurait dû faire il y a longtemps. Donc,
Mais maintenant, elle les a dit. Maintenant, c'est à eux maintenant de pouvoir affronter le monde maintenant et de pouvoir recevoir les coups, de tomber, de se lever et tout ça. Et je crois que les parents doivent être justes. Il faut qu'il y ait une communication sur tous les plans. Sur tous les plans. Bien, ton enfant rentre, ok, tu as fait quoi de ta journée, les trucs, voilà, voir comment est-ce qu'il va, est-ce qu'il n'est pas en train d'arrêter les questions qu'on a aujourd'hui. On est en Afrique, plein de choses sont tabous, on n'en parle pas, on préfère aller cliquer sur Internet pour comprendre ça et ça, ça et ça. Alors que si on se réfère 30 ans en arrière, il n'y avait pas beaucoup de technologie, on était obligé de parler tout autour d'un feu avec les comptes et les autres. Aujourd'hui, il n'y a plus cette vie-là, mais je crois que c'est communiquer avec les enfants tout le temps, même quand voilà, l'enfant, voilà, parce que c'est des enfants qui vont épouser d'autres femmes qui vont rester chez eux. Peut-être qu'ils ont les mêmes problèmes que leur père avait eu avec leur maman quand ils étaient au foyer. Bah, on revient toujours pour demander à papa, ah, il y a ça et ça, ça, ah, on gère. Maman, ok, j'ai un tel problème, comment je dois le gérer? Donc pour moi, comme je dis, le cordon ombilical, on le coupe à la naissance, mais en réalité, on ne le coupe pas parce que ça reste. Et cette proximité-là, ça doit être toujours là. Les enfants doivent toujours aller vers leurs parents et les parents aussi doivent toujours aller vers leurs enfants. Mon enfant, est-ce qu'il va bien? Où est-ce qu'il est allé? Donc, ce n'est jamais assez pour une mère d'être toujours là pour son enfant. Et ce n'est jamais assez aussi pour un enfant de toujours demander à sa maman parce qu'elle est là pour ça. Et que la maman aussi, que ce soit la maman et le père, ils sont là pour leurs enfants. Parce que c'est la seule progéniture où Dieu te demandera des comptes. Vu que Dieu va te demander, comme ton patron là, quand tu ne fais pas ton travail là, il va te demander des comptes. Mais toi, tu as des comptes à rendre pour tes enfants. Donc, jusqu'à la dernière souffle de vie, une mère doit être présente, un père doit être présent. C'est indéniable. Comme un enfant aussi, honore ta mère et ton père, c'est ça. Et ça doit refléter dans les relations. Wow, merci beaucoup. Alors maintenant, je voulais vous demander, pour décrire Rama, quelle couleur est-ce que vous utiliserez pour décrire Rama? Une seule couleur. Rama, wow. Bah, c'est difficile de le décrire sur une seule couleur. Ah oui. Parce que bah, on se rend compte avec c'est un personnage à 3 facettes déjà. Donc ça, c'est un truc. Mais comme je dis, s'il y avait juste un mot pour le décrire, moi je dirais juste Rama reflète la vie. Voilà, wow. C'est la vie. Une mère, donc c'est la vie. La vie, les coups qu'elle a reçus, elle est tombée, elle s'est levée, donc elle a pris ses enfants. Malgré tout qu'elle éduquait ses enfants, elle a reçu des coups, elle tombe, elle se relève. Rama n'est jamais restée à terre. Elle a toujours su se lever, elle a toujours su se battre, elle a toujours su rester fidèle à ses convictions. Quoi qu'il en coûte pour lui, ils auront une meilleure vie. Et ça, c'est qu'on était parti même avec une connotation maman purement africaine, qui pense que voilà, si je dois marabouter quelqu'un pour que mon enfant se le réussisse, je le ferai. Oui. Voilà. Mais à un moment donné, voilà, on voyait que c'était un peu un gangsta et tout, quoi. Donc, c'est les moments de la vie où tu prends des armes, où il y a des moments où tu baisses les armes, tu négocies, voilà. Elle reflète la vie. Tout ce qui est vie, c'est vraiment quoi. En elle seule, elle résume tout le qu'on est amené à faire dans une vie. Qu'est-ce qui nous attend dans la deuxième saison? Waouh! Non, je sais que la deuxième saison, quand même, va être palpitante. Parce que tout ce qu'on a déclenché dans le 55e épisode, que moi j'appelle l'épisode 1, saison 2, j'ai dit ouais, j'ai dit oui. Parce que là, quand même, c'est un premier épisode très sanglant pour moi, mais ça permet en fait de redistribuer toutes les cartes. Maintenant, on sait tout. Maintenant, comment ça va se passer. Et même si on va à la rencontre de Kadia et de Massayer, il y a des gens qui m'ont dit que rien qu'à passer ce duo-là, ça veut dire que toi, là, ça risque d'être... J'ai dit oui, on a redistribué toutes les cartes et tout est remis en place, en fait, pour qu'il y ait vraiment une saison 2 palpitante. Et je crois que c'est ça aussi le challenge après cette saison-là, de pouvoir vraiment remonter encore le niveau. Et moi, quand je vois tout ce qu'on a fait dans la saison 1, donc, ça permet, voilà, tout est là, quoi. Tout est là, en fait, pour servir vraiment une bonne deuxième saison. Et l'idée, c'était ça aussi, c'est de ne pas tout mettre dans cette saison, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on a dû retirer dans le scénario, beaucoup d'éléments, du coup, non, ah non, ça allait trop. Parce que, comme je disais, il fallait juste poser le personnage
poser les axes principaux. Et je crois que là, on est vraiment une lecture de tout ce qui s'est fait là. On a tout, quoi. OK. Là, tous les ingrédients sont là quand même pour offrir cette saison 2 vraiment avec toutes les promesses. Je crois qu'on a tout. On a tout quand même. On a dévoilé qu'une seule partie des intrigues, donc ça permet vraiment d'y aller, quoi. Merci beaucoup, cher Diallo. C'était vraiment un plaisir. Merci pour vos réponses complètes. C'était vraiment une très belle interview. Merci pour votre temps et bravo pour tout ce que vous avez fait dans cette première saison. Merci, merci à vous aussi, Sylvia, parce que je regarde tout le temps vos revues depuis mars. Hein. Donc voilà, depuis mars, donc je continue à suivre. On reste en contact et puis on essaiera, nous, c'est bien aussi, nous, qu'on ait des gens qui regardent, qui nous disent des fois comment ils trouvent ça, comment ils trouvent ça. En fait, ça permet quand même de pouvoir voir l'intrigue là où ça va. Même si, bon, en plus, ce qui nous a appris, c'est qu'on était tout le temps en avance sur tout. Donc, à un moment donné, on avait bouclé, on avait fini le truc. Mais ça permet quand même de voir qu'en fait, il y a des gens qui peuvent se mettre à un niveau et de comprendre vraiment la complexité d'une scène, la complexité d'un scénario, où est-ce qu'on va, voilà. Les critiques sont toujours de bonnes choses. Je crois que je regarde tout le temps tous les films qui sortent au box-office américain, toutes les séries. Avant même que je les regarde, il faut que j'aille voir, OK, quelle est la note que les critiques donnent. Oui. Après de cela, j'ai dit, OK, bon, ils ont dit ça, mais je vais m'en faire une idée. Des fois, voilà, à chaque fois, c'est ça, c'est pourquoi ils ont dit ça. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, ça permet, et ça, c'est bien d'avoir des gens qui regardent, qui vous remettent en question et puis qui arrivent vraiment de vous dire, OK, les choses sont là quand même, et nous, ça nous permet, parce que c'est ça qui permet aux réalisateurs et aux scénaristes aussi de plus se perfectionner, parce qu'il y a une réception par rapport à ce qui s'est fait, et les gens comprennent vraiment qu'il y a un travail, et ce travail-là, il faut toujours s'améliorer, il faut toujours ne jamais s'arrêter et dire que voilà, c'est un truc, parce qu'il y a toujours un challenge à relever, quoi. Alors, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup et je vous laisse du coup et je vous souhaite une super bonne journée. Merci. Pour tout. Allez, merci Sylvia.